Super, bienvenue à tous et toutes. Aujourd'hui, on va parler, comment faire pour protéger ses créations et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'idée, c'est de mettre la propriété intellectuelle au service de l'artisanat et de vos savoir-faire. Du coup, aujourd'hui, moi, je suis pas du tout experte dans le sujet, c'est donc pas moi qui vais vous parler de ça, mais bien, Dorothée qui est avec moi et qui est donc, avocate, à Paris et qui est spécialisée, dans ce domaine. Donc elle va vous dire 2 mots sur elle et puis après, tout de suite embrayer sur le sujet et vous dire, de quoi on va parler, aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, il y aura un temps, pour répondre à vos questions, et un temps d'échange entre vous pour que vous puissiez, parler entre vous, apprendre à vous connaître et parler de ce sujet en particulier. Dorothée, je te laisse la main. Bonjour, merci Lola, merci à tous de participer à cet atelier. L'objectif du jour, c'est de vous expliquer un petit peu quel type de droit privatif vous êtes susceptible de revendiquer en tant qu'artisan, ce que vous pouvez déposer, ce que vous pouvez protéger sans le déposer, ce que vous pouvez revendiquer sans avoir de droit privatif. Ça fera l'objet d'un premier volet de nos explications, à l'issue duquel vous serez invité à vous réunir dans des petits salons privés avant une séance de questions-réponses. Et dans un deuxième temps, on verra ensemble comment encadrer les éventuelles collaborations que vous pouvez avoir les uns avec les autres ou avec des prestataires pour lesquels vous travaillez ou tout bêtement avec vos clients et les mesures de précaution que vous pouvez prendre pour protéger vos droits et le cas échéant les revendiquer. Voilà, donc l'objectif, protéger, valoriser et obtenir une reconnaissance aux yeux du public par le biais de certains droits de propriété intellectuelle. Donc on va commencer par les droits privatifs qui sont au nombre de 3 pour ce qui concerne l'activité artisanale et en premier lieu la marque. Alors la marque, on pense souvent que c'est un attribut des entreprises industrielles un peu étoffées avec un grand nombre d'employés qui font de la publicité, mais ça peut être également un moyen de distinguer votre production et vos produits des produits équivalents ou d'activités concurrentes. Et sa fonction à l'origine, on oublie un peu souvent, c'est de permettre justement à la clientèle potentielle ou actuelle de distinguer votre activité, de la repérer parmi un ensemble d'activités similaires. La marque, c'est pas seulement un nom, ça peut être aussi un signe figuratif. Par exemple, si vous avez l'habitude d'apposer sur vos produits un petit logo ou un élément figuratif qui est issu de votre création, qui va être comme une forme de poinçon, et ben cet élément, il peut, la notoriété aidant, être un point de repère pour le consommateur. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de pouvoir le protéger, de le déposer à titre de marque et par ce biais, de pouvoir empêcher d'autres personnes qui voudraient imiter vos créations de reproduire ce signe distinctif. C'est le reflet de votre savoir-faire parce que on peut le voir quelquefois, notamment par exemple si on prend l'exemple de la marque de maroquinerie Jérôme Dreyfus, tous les sacs sont ornés de 3 petits points qui sont 3 poinçons. Et en fait, ce signe de reconnaissance est déposé à titre de marque. Et on s'aperçoit dans les contrefaçons de ces modèles que les contrefacteurs reproduisent ces 3 petits points parce que c'est ça qui va provoquer l'acte d'achat. Donc, protéger en amont, c'est aussi se protéger contre d'éventuelles imitations ou copies de vos produits. Alors, quoi déposer? Donc, ça peut être un nom inventé, quelque chose auquel vous avez pensé pour évoquer votre histoire, votre parcours, votre activité. Ça peut être votre nom sous lequel vous exercez votre commerce. Un logo, on l'a dit, ça peut être un dessin en 2 ou 3D et un détail qui figure sur vos produits. La condition pour pouvoir déposer une marque,
On l'a mis en 3 points, faire preuve d'originalité en ce sens que vous ne devez pas décrire le produit que vous cherchez à protéger. Et que le signe doit être disponible. Alors, c'est souvent le cas quand on passe par son patronyme ou par un signe figuratif qu'on a créé soi-même, puisque par définition, ça vient de notre jus de cerveau et il y a peu de chances que ce soit déjà occupé par un tiers. C'est moins vrai quand on choisit un nom, entre guillemets, du langage courant qui peut avoir été approprié avant. Donc, il faut vérifier effectivement que le signe est disponible avant de le déposer. Alors, les avantages, on l'a dit, le droit est exclusif, c'est-à-dire qu'il n'est pas partagé sauf à ce que vous acceptiez de le concéder en licence. Il est donc opposable aux tiers. Il est territorialement étendu puisque vous avez, en fonction du territoire que vous choisirez de couvrir, une protection en France ou bien en Europe ou bien dans certains pays. Il permet, alors ça c'est aussi un point qu'on verra peut-être dans un deuxième temps si on a l'occasion de faire un deuxième webinaire, d'accroître son activité et de conclure des partenariats en concédant notamment une licence de marque pour ceux qui veulent diffuser leurs produits par l'intermédiaire d'un tiers. Donc cette marque, elle peut être utilisée en bannière sur votre site internet, elle peut être utilisée apposée sur vos produits, sur les emballages et sur les documents commerciaux. Les territoires, donc, en fonction des territoires visés, vous déposez auprès de l'INPI, auprès de l'EIPO, qui est donc l'instance communautaire, ou auprès de l'OMPI, qui est l'instance internationale pour les marques internationales, et vous visez dans votre dépôt des classes de produits et ou de services qui sont répertoriées par la classification NIS, qui est accessible facilement sur le site internet de l'INPI notamment, et qui permet de voir un petit peu ce qu'on peut désigner en fonction de sa propre activité au moment où on va déposer le signe, mais aussi en fonction de son activité future, des développements qu'on voudrait faire. Le dépôt, et c'est très simple, ça se fait en ligne sur le site de l'office concerné et il est valable pendant une période de 10 ans, indéfiniment renouvelable. Ce n'est pas quelque chose de très coûteux, contrairement aux idées reçues, puisque la taxe de dépôt représente 190 € par classe pour une période de 10 ans, c'est-à-dire 19 € par an, et 40 € par classe supplémentaire. Donc, si on lisse ça sur la période de protection, ce n'est pas un budget colossal pour les avantages que ça peut procurer. Un exemple de l'avantage de posséder une marque à travers une décision de l'INPI qui vous montre justement comment on peut revendiquer sa propre marque à l'encontre d'un tiers qui viendrait limiter. En l'occurrence, c'est un atelier qui est titulaire de la marque française, l'atelier d'Amaya, pour désigner des articles de joaillerie, bijouterie et pierres précieuses, et une créatrice de bijoux qui ultérieurement dépose Anaya Bijoux pour désigner les mêmes produits, c'est-à-dire joaillerie et bijouterie. Là, vous avez la possibilité, si vous êtes titulaire d'un droit antérieur et que vous avez connaissance d'une marque qui est identique ou similaire à la vôtre, de former ce qu'on appelle opposition devant l'INPI, c'est-à-dire de demander à ce que la marque postérieure ne soit pas acceptée à l'enregistrement et à ce que le tiers ne puisse pas déposer une marque qui crée une confusion avec la vôtre. Et à ce moment-là, c'est l'INPI qui va statuer sur le risque de confusion entre les deux signes et qui va rejeter ou pas la demande d'enregistrement. Et là, dans cette affaire, effectivement, entre Amaya et Anaya, on avait un risque de confusion avec une séquence de 3 syllabes très proches. Et le H étant silencieux, l'INPI a considéré, à juste titre, me semble-t-il, qu'il y avait un risque de confusion avéré entre Anaya Bijoux et l'atelier d'Amaya. Un autre type de droit qui est susceptible d'être invoqué par le biais de vos créations, ce sont les dessins et modèles. Là, ça va plus s'attacher à l'apparence de votre produit ou à des détails d'exécution que vous voulez protéger.
Pour le coup, il va falloir que le dessin ou le modèle ait un caractère propre et nouveau. Nouveau, ça veut dire qu'au moment où vous choisirez de le déposer, si vous le faites, il faudra qu'il n'ait pas été divulgué au tiers. C'est-à-dire que vous l'avez conçu dans votre atelier, vous l'avez pensé, vous pouvez très bien déposer au stade d'un croquis élaboré, comme on le voit sur le slide, avec un modèle de verre et de sous-coupe, ou vous pouvez déposer le produit fini en 3D sous différents angles, comme on le voit sur ce modèle de bague, qui est en fait une bague cabochon qui imite les nervures du bois, mais qui est en métal. Donc là, on voit que l'artisan a voulu déposer la forme du cabochon en tant que tel, bombé, qu'il l'a disposé en plusieurs exemplaires dans une photographie d'ensemble qui illustre très bien le volume de la bague, l'intérieur, l'extérieur, le résultat une fois qu'on y a posé une pierre et le résultat sous forme de chevalière, c'est-à-dire avec une surface plate. Donc, ces différents angles de vue, une fois déposés, vont conférer au modèle une définition très propre et très précise qui va pouvoir être revendiquée ultérieurement par l'artisan en cas d'imitation. Caractère nouveau, caractère propre, ça veut dire que le public averti, le connaisseur dans le domaine d'activité qui est le vôtre, n'a pas eu connaissance d'un objet identique précédemment à la production que vous avez déposée. Donc, les caractéristiques techniques, évidemment, ne sont pas déposables, mais l'aspect esthétique, la configuration du modèle, que ce soit une poterie, que ce soit un objet sculpté, que ce soit un objet dessiné, va pouvoir faire l'objet d'un dépôt. Alors, la protection, elle est plus restreinte que la marque. Elle est de 5 ans, renouvelable 5 dépôts, même si vous avez choisi de ne pas publier le dépôt. Ça, c'est une spécificité des dessins et modèles, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, si vous êtes assez prolixe et que vous avez une grosse production et que vous ne mettez pas forcément simultanément sur le marché ce que vous avez pensé et conçu, vous pouvez déposer et ne divulguer qu'ultérieurement, et à ce moment-là, la protection rétroagira à la date du dépôt. Le dépôt est là encore relativement peu coûteux en termes de taxes, puisqu'on est à une taxe de 39 € pour 100 pages, c'est-à-dire 100 reproductions de modèles, et 47 € pour une publication en couleur, 23 € pour une publication en noir et blanc qui renseigne un peu moins sur les détails esthétiques du modèle. Le caractère propre et nouveau, on l'a dit. Les enjeux, alors c'est un mode de protection qui est intéressant lorsque vous renouvelez régulièrement les formes de vos produits. Le dépôt couvre la reproduction du modèle, quel qu'en soit le support. Un exemple, par exemple, vous faites des sculptures qui ont un succès et qui sont reproduites sur un t-shirt, vous allez pouvoir opposer votre modèle à la reproduction sur un autre support, c'est-à-dire sur le t-shirt en question ou sur une casquette, etc. Donc, on n'est pas dans une protection qui est limitée au matériau qui est utilisé pour votre production. À côté de ces modalités de dépôt, vous pouvez revendiquer un droit sur ce qu'on appelle des dessins et modèles non enregistrés. Et là, ça va particulièrement vous intéresser parce que si vous avez un mode de communication par les réseaux sociaux ou par un site internet, que vous publiez un post qui détaille suffisamment ce que vous faites, à ce moment-là, vous allez pouvoir être protégé pendant une durée de 3 ans à titre de dessin et modèle non enregistré. C'est également valable, par exemple, pour ceux qui ont fait des expositions ou qui ont participé à des salons ou à des foires, qui sont donc des événements publics. À partir du moment où ils ont divulgué leur production à cette occasion-là au public, va courir une période de 3 ans au cours de laquelle ils vont pouvoir revendiquer un droit sur un dessin et modèle non enregistré, à condition qu'il ait un caractère propre et nouveau. Donc, les critères sont identiques à ceux qui valident le dépôt à titre de dessin et modèle. Un exemple pratique avec une société de production textile qui agit en contrefaçon
sur le fondement d'un dessin non enregistré, c'est-à-dire un dessin qu'il a divulgué depuis moins de 3 ans et qui revendique un motif du genre carreau de ciment reproduit sur une gamme de linge de lit. En défense, donc vous avez les deux motifs en question qui sont reproduits sur la partie droite du slide. En défense, on oppose un certain nombre d'antériorités et se pose déjà la question de savoir si le motif qui est revendiqué est un motif qui est protégeable. Et la Cour d'appel de Paris statue en ce sens en précisant que l'agencement du motif, composé de fines étoiles à 4 branches, aux formes légèrement incurvées, placées au centre d'un losange, là on parle donc du motif du haut, et d'une fleur à 4 pétales en forme d'axe de pique, disposée au centre d'un cercle au côté discontinu. Donc on voit qu'il y a effectivement deux types de motifs sur le tissu du haut, la photographie du haut, constitue une combinaison propre et nouvelle, susceptible de protection à titre de dessin et modèle non enregistré. En revanche, le dessin du bas ne constitue pas la contrefaçon. Pourquoi? Parce que même si à un premier coup d'œil, on voit qu'il y a une succession de motifs qui sont également sous forme de losange incurvé et de rond, la combinaison est vraiment distincte et la Cour retient qu'on a une impression d'ensemble nettement différente de celle représentée, puisqu'on a un aspect à la fois épuré et moderne. Là, c'est, on va dire, un jugement subjectif, là où l'antériorité affichée à l'écran est plus naïve. Voilà. Donc ça, c'est un exemple dans le domaine de la contrefaçon, mais pour vous dire que, par exemple, si vous faites des motifs sur du textile ou si vous sculptez sur du bois, vous pouvez revendiquer à titre de dessin et modèle non enregistré quelque chose de nouveau que vous avez créé pendant 3 ans à l'encontre de quelqu'un qui l'aurait émis. Vient ensuite la protection au titre du droit d'auteur. Alors là aussi, on a le sentiment que c'est réservé aux œuvres d'art qu'on va voir dans les musées ou dans les expositions, aux films, aux musiques, mais pas seulement. Parce qu'en fait, le droit d'auteur protège toute forme de création. C'est-à-dire, par exemple, de la peinture sur assiette, par exemple, des sculptures de bois, un dessin sur un décor d'emballage. Vous pouvez revendiquer en qualité de créateur un droit d'auteur à partir du moment où vous avez fait une œuvre dite originale. Alors, l'originalité qui est le critère de protection, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'empreinte de la personnalité. Ça veut dire qu'à partir d'un fond commun, puisqu'aujourd'hui on a quand même dans tous les domaines une quantité de création, à partir de ce fond commun dont vous avez connaissance en qualité d'artisan, vous avez fait une œuvre originale, vous avez exprimé votre personnalité en dessinant quelque chose de propre ou en adaptant quelque chose de connu. Donc, à partir du moment où vous allez pouvoir démontrer cette originalité, vous aurez la possibilité de revendiquer la qualité d'auteur de cette œuvre. Alors, le droit d'auteur en France, contrairement au droit anglo-saxon, est acquis à partir du moment où l'œuvre est divulguée auprès du public et à partir du moment où elle est originale, sans autre forme de formalité. C'est-à-dire que vous créez l'œuvre, l'objet sort de votre atelier, est exposé ou est montré sur un compte Instagram ou dans une exposition. C'est ce qu'on appelle la divulgation publique. Et à partir du moment où vous en êtes le créateur en tant que personne physique, vous êtes susceptible de revendiquer cette qualité d'auteur. C'est un droit qui est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux attributs en droit d'auteur. On a le droit moral, c'est-à-dire le droit au nom, à partir du moment où votre œuvre originale est reproduite, par exemple, sur le catalogue d'une exposition, sur un journal qui va annoncer une foire, ou par un tiers qui veut relayer vos créations, vous pouvez revendiquer la mention de votre nom
en association avec votre production, ce qu'on appelle le droit moral de l'auteur sur son œuvre. C'est un premier volet du droit moral. Et le deuxième volet du droit moral, c'est l'intégrité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez conçu ce que vous fabriquez d'une certaine façon, on ne va pas pouvoir altérer la forme que vous avez définie vous-même. Un exemple, si on vous achète une statue, et ben on ne peut pas la changer ou l'intégrer dans une autre œuvre sans votre accord parce que ça va dénaturer l'apparence de l'œuvre première. Donc ça, c'est le droit moral. Et à côté de ce droit moral, ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, c'est le droit d'autoriser la reproduction et la diffusion de votre œuvre. Donc, typiquement, par exemple, si vous vendez une statue à une personne privée, cette personne ne va pas pouvoir utiliser votre statue pour faire de la publicité sur ses produits, pour la mettre dans sa boutique, pour la mettre dans son restaurant, sans votre accord, parce qu'on va considérer qu'il va y avoir une exploitation, entre guillemets, commerciale de votre œuvre, qui nécessite que vous l'ayez autorisée. En d'autres termes, quand vous vendez un produit, une création, vous vendez la matérialité de la création, mais vous ne vendez pas vos droits sur la création, sauf à l'avoir précisé et à l'avoir monnayé. Donc c'est vrai que le droit d'auteur, ça ouvre un champ des possibles auquel on ne pense pas souvent, qui est d'abord, et on va le voir dans un deuxième temps, des mentions propres à ce droit d'auteur, par exemple sur une facture de vente, sur un bon de commande, sur le site internet, sur votre compte Instagram, qui rappellent aux personnes qui vous visitent ou qui achètent votre production qu'elle est susceptible de protection au titre du droit d'auteur et qu'il y a un certain nombre de prérogatives dont vous disposez et que vous gardez même si vous vendez l'objet en question. Donc ça, on l'a vu. Les avantages, on les a vus également. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir prouver, le cas échéant, la qualité d'auteur? Il va falloir pouvoir dater son œuvre. Alors, ce n'est pas compliqué quand on fait un post, par exemple, sur la création qu'on a faite. Le post est daté sur le compte Instagram ou Facebook qu'on a, et c'est la preuve de la divulgation à une date X auprès du public. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de réunir en amont de tout ça un ensemble d'éléments qui vont pouvoir, le moment venu, rapporter la preuve du caractère original. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a inspiré au moment où j'ai conçu ce que j'ai conçu? Quelles ont été mes sources d'inspiration? Qu'est-ce que j'ai voulu exprimer? Quels sont les éléments que j'ai rassemblés pour créer ma sculpture, dessiner mon tableau ou broder ce que j'ai brodé. Et là, ce qui est recommandé en général, et ce qu'on fait nous avec les artisans qu'on accompagne, c'est d'avoir au moins un carnet dans lequel on note ses sources d'inspiration et au mieux des éléments qui nous ont servi pour exprimer l'empreinte de notre personnalité et ce qu'on a voulu dire. Parce que quand on va vouloir revendiquer un droit d'auteur, on va à la fois s'attacher à la description de l'objet, donc la sculpture, la broderie, en quoi elle est faite, de quoi elle est composée, quels sont les effets esthétiques qu'elle a en fonction des matériaux, et la description subjective, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai voulu illustrer, exprimer, etc. Donc ça, c'est important de conserver tout ça. Également, dans les rapports avec les tiers que vous avez, par exemple, si vous envoyez des prototypes, des croquis aboutis à quelqu'un dans le cadre d'une future commande, quelqu'un qui vous a demandé de réfléchir à quelque chose, eh bien, il faut conserver la trace de tous ces éléments parce que si, in fine, vous ne faites pas affaire et que cette personne finit par reprendre ce que vous lui avez soumis pour le donner à un autre et lui demander de faire ce que vous auriez pu faire vous, vous allez pouvoir revendiquer un droit d'auteur sur le travail de création que vous avez adressé à cette personne. Les outils qui permettent de dater sont également bien utiles. Par exemple, si vous faites des séries d'objets, des collections
Vous pouvez ou vous envoyer une lettre recommandée à vous-même avec les photos de ces collections, qu'il ne faudra évidemment pas ouvrir, ou bien déposer devant l'huissier vos collections. Ça va leur donner une date certaine et ça va permettre de pouvoir les définir dans leur contour et dans leur apparence esthétique de manière certaine également. Un exemple pratique. Alors, on pense souvent, notamment dans le domaine de l'artisanat, que ce qu'on fait n'est pas protégeable parce qu'on est dans un genre défini. Donc, on a mis 4 exemples d'arrêt de la Cour d'appel, donc qui sont des décisions qui ne sont pas susceptibles d'être remises en cause sur le fond. L'originalité d'une veste qui réalise l'interprétation personnelle d'un genre, donc c'est l'image en haut à droite, c'est une veste en jean grise de Nîmes, sur laquelle ont été rebrodés des motifs d'inspiration cosmique et ésotérique. Donc effectivement, on est dans un genre qui a été un peu initié par Schiaparelli avec les broderies d'étoiles filantes, de lune, etc. Mais avec une exécution particulière, puisque là, le col a été brodé, on a mis un certain nombre d'étoiles qui sont ou pleines ou évidées, un œil, une main, dans une configuration qui est jugée originale. Donc, on voit qu'on peut être dans un genre, mais en ayant une interprétation propre. Un tableau qui réalise une appropriation personnelle d'un patrimoine culturel, donc vous l'avez sur la photographie de gauche, donc l'inspiration est Kanak en l'occurrence, mais l'auteur a créé un motif personnel. Donc on retrouve à l'intérieur les dessins qu'on connaît déjà et qui font partie du fond commun, mais qui, combinés d'une nouvelle façon, peuvent constituer une œuvre originale. Ça peut être un motif de broderie, c'est la dentelle que vous voyez dans l'image du dessous, et par ce biais-là, ça peut protéger un savoir-faire parce que pour obtenir ce dessin sophistiqué, finalement, c'est des années et des années de travail, et donc la combinaison, on peut penser qu'elle n'est pas protégeable, mais elle est jugée protégeable par la Cour d'appel de Versailles parce qu'elle se distingue du fond commun de la dentelle par une succession de motifs. Et c'est là que le travail est assez fin en matière de revendication parce qu'il faut à la fois décrire le motif et dire en quoi il est original. Et c'est pour ça que c'est intéressant que vous ayez constitué en amont des documents pour se rappeler bien souvent des années plus tard de ce qu'on a voulu exprimer, de la recherche un peu iconographique qu'on a faite. Et pareil pour le bracelet, qui est inspiré des traditions aztèques, qui est à droite. On pourrait penser qu'il n'est pas original, mais la Cour a retenu son originalité parce qu'il y a cette combinaison de motifs avec un parti pris esthétique. Souvent, on retrouve cette expression dans la qualification d'originalité. Et donc, on peut revendiquer un droit privatif sur ce bracelet. Donc ça, ce sont les droits privatifs, marques, dessins et modèles, droits d'auteur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le mécanisme de la responsabilité civile. Et là aussi, ça permet de revendiquer l'image que vous avez constituée. Alors, cette image, c'est quoi? C'est votre façon de communiquer, c'est les couleurs que vous utilisez, c'est la façon dont vous présentez votre site Internet, la calligraphie que vous utilisez pour le nom de votre atelier, des emballages particuliers si vous en avez, votre façon de communiquer, tout ça, ça va constituer ce qu'on appelle une valeur économique qui va pouvoir être revendiquée si quelqu'un l'imite ou si quelqu'un se place dans votre sillage. Donc, plus vous communiquerez de manière récurrente sur des couleurs, sous une forme graphique ou avec un environnement, je dis n'importe quoi, un fond de décor par exemple pour vos posts, ou pour votre site internet, ou une façon de mettre en scène vos produits de manière répétitive, plus ça va constituer une image qui vous sera propre et que vous pourrez revendiquer comme étant une valeur économique que vous avez constituée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme. C'est-à-dire s'opposer à quelqu'un qui va susciter un risque de confusion avec votre communication ou qui va s'inscrire dans votre sillage.
Voilà, mécanisme de la responsabilité civile. Donc là, je pense qu'on peut faire une pause à ce moment-là. Peut-être que vous pouvez échanger entre vous et puis peut-être poser la question. Lola, je vous cède. Entendu. Alors, c'est le moment petite pause échange du webinaire. Alors, je voudrais juste d'abord vérifier, comme je vois qu'il y a pas mal de monde qui n'a pas sa caméra et qui n'a pas son micro, qui est-ce qui, du coup, peut mettre sa caméra et peut mettre son micro? Parce que là, on va faire un temps d'échange entre vous. Donc, je vais essayer de vous mettre avec des gens qui pourront échanger et pas que vous vous retrouviez dans une salle où personne ne peut échanger. Donc, je ne sais pas, Mathilde, Claire, est-ce que du côté de Sandrine, Rita, est-ce que, voilà, vous pouvez juste mettre vos caméras, comme ça je saurai que je peux vous mettre en groupe et que vous ne serez pas tout seul devant un écran et une personne qui ne parle pas. Super. Donc, j'ai l'impression que Sandrine et Aurita, c'est pas possible. Alors, je suis désolée, Lacheb, je sais pas quel est ton prénom. Je sais pas si toi, tu peux. J'ai l'impression qu'il y a ta caméra, mais qu'on ne voit pas. Je suis pas sûre. Est-ce que tu peux allumer ton micro, si c'est possible? Alors, je vais créer les Hello, salles. Ah, voilà. Bah, super. Ça veut dire que tu vas pouvoir c'est échanger. Aziza. Mon prénom, c'est Aziza. Bonjour. Aziza, bonjour, super, merci beaucoup. Ah voilà, on a, ok, ben, très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre 3 par 3. Hop, je vais vous faire 2 salles et je vais faire un peu différemment de ce que je fais d'habitude, vu qu'on est moins. Hop, je vais les faire manuellement, mais à l'aveugle quand même. Voilà, et c'est parti. Normalement, vous devriez très bientôt. Donc, vous allez avoir, je répète pour ceux qui n'ont jamais fait ça, pardon. Donc, un petit temps d'échange de 10 minutes où vous allez être entre vous et on vous propose de parler justement de si vous avez déjà déposé une marque ou un modèle, si vous pensez le faire après cette discussion, enfin voilà, vous échangez sur ce sujet entre vous. Et comme ça, après, quand vous reviendrez, on aura un petit temps de questions-réponses. Voilà. Hop. Je ne sais pas si j'ai le temps de poser une question. Oui, ce qu'on me proposait, c'est de le faire après. Comme ça, vous pouvez échanger entre vous. Si c'est OK pour toi de la poser après, on peut faire comme ça va? Ok, il n'y a pas de souci. C'est juste parce que comme j'ai pris le webinaire en retard, mais bon, c'est pas grave. Enfin, on parlera de ça tout à l'heure. OK, ça marche. On fait ça tout à l'heure. Alors, j'ouvre les salles. Vous avez donc 10 minutes. On se revoit tout à l'heure. Il faut juste que vous cliquiez accepter. Et si ça met un peu de gens pour que les autres vous rejoignent, attendez, ils vont arriver. Ça y est, c'est la fin du moment d'échange, entre vous en tout cas. C'est le moment de se retrouver tous ensemble. J'espère que vous avez bien pu échanger. Ouais, top. Alors, ce qu'on vous propose, il reste plus énormément de temps. Il y avait une autre partie sur laquelle que Dorothée souhaitait aborder avec vous. Mais est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à la première partie qui a été abordée ou des choses que vous voudriez partager, que vous venez de vous dire? On va essayer de faire assez rapidement, mais quand même de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez des questions. Avec Émilie, on réfléchissait à une question. On se disait, bon, très bien de protéger, mais après, concrètement, si on voit quelqu'un qui nous copie ou on pense qu'il y a potentiellement plagiat, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est quoi il faut appeler un avocat? Ça coûte combien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous, on accompagne donc les artisans sur des périodes déterminées sur la base d'un forfait. Et on leur propose quelquefois des projets de modèles de mise en demeure qu'ils peuvent, eux, adapter en fonction des interlocuteurs qu'ils ont. Et ça permet d'être une première étape qui est souvent dissuasive, c'est-à-dire notifier à la personne qu'on a repérée qui nous copie nos droits et lui demander de cesser d'y porter atteinte ou d'exploiter un objet imitant. Donc ça, c'est la première étape amiable. Si la personne ne veut pas entendre raison, on passe par un avocat. Et là, c'est pareil, on fait des projets de mise en demeure et les coûts sont relativement modestes. En général, quand on reçoit un courrier d'avocat, on a tendance à obtempérer.
Et puis après, effectivement, il y a le stade judiciaire in fine, mais dans l'expérience qu'on a, je dirais que 80% des cas se règlent amiablement. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être? Non? Alors, on va prendre les 10-15 prochaines minutes sur le sujet suivant, qui est en rapport avec encadrer, si j'ai bien compris. Donc, encadrer les droits, on n'y pense pas souvent parce que ça peut paraître rébarbatif de faire signer des contrats qui prévoient justement les droits que vous vous réservez, mais c'est quand même important d'aménager un certain nombre de clauses qui vont vous permettre, au cas où les choses se déroulent mal, de revendiquer vos droits. Donc, on propose des contrats de collaboration, des conventions de projet artistique si vous participez à un événement, des contrats de commande, des contrats de cession de droit, on l'a dit, puisque dès lors que vous auriez la qualité d'auteur d'une œuvre de l'esprit, vous pourriez revendiquer un droit sur sa reproduction et sur son exploitation. Des contrats d'exposition, parce que lorsqu'on expose ses œuvres dans une galerie, il y a un certain nombre de points qui relèvent de la responsabilité de l'exposant et qui doivent être vérifiés. Des accords de confidentialité, ça concerne par exemple les pourparlers que vous pourriez avoir dans le cadre d'une commande et ce que vous pouvez transmettre en termes de savoir-faire et que vous voulez voir protégé par votre interlocuteur, c'est-à-dire lui interdire de divulguer ce que vous avez échangé avec lui dans la perspective d'une collaboration commerciale. Donc, on accompagne un certain nombre d'entre vous dans la rédaction de ces contrats ou dans l'insertion de clauses dans des contrats qu'ils ont déjà pour prévoir les garanties, l'exclusivité, la confidentialité et la rémunération. C'est important parce qu'en fait, ça va permettre de se situer à un niveau d'égalité pour négocier avec des interlocuteurs, de préserver ses droits et de l'informer de ses droits, et d'adapter le contrat à la circonstance, parce qu'on n'est pas obligé de faire un contrat de 10 pages, on peut faire quelque chose qui est très simple sur une page, et on peut même échanger par écrit, et la formation du contrat aura lieu par la rencontre des accords, notamment entre commerçants, puisque la preuve se fait par tout moyen. Donc, à quoi il faut penser? Donc ça, on l'a vu sur la licence. Il faut penser aussi à un certain nombre de clauses sur tous les éléments commerciaux que vous allez échanger avec votre clientèle, le devis, la facture, les conditions générales de vente et les mentions légales. Sur un devis, on peut très bien réserver ses droits jusqu'au paiement total de la commande, on peut demander un acompte, on peut préciser que la propriété ne sera transférée qu'une fois 100% du prix payé. Sur la facture, on peut de la même façon préciser pour le titulaire des droits d'auteur et que la vente matérielle de l'objet n'emporte pas cession des droits, que donc le détenteur, l'acheteur, n'aura pas le droit d'exploiter commercialement ce que vous avez créé. Les conditions générales de vente, ça c'est pareil, on n'y pense pas souvent, mais si vous vendez sur un site marchand ou dès l'instant où vous vendez auprès d'un consommateur, vous devez avoir des conditions générales de vente qui prévoient et qui réglementent les relations avec l'acheteur, qui sont des mentions génératrices de droits, ainsi que les mentions légales, notamment si vous avez un site internet marchand, c'est-à-dire si vous vendez vos créations à travers votre site ou sur un autre site marchand. Alors, la mention droit de cession, par exemple, une illustration, elle est strictement limitée et elle est entendue de manière très précise. Par exemple, lorsqu'on a un créateur d'un flacon de parfum qui a créé ce flacon pour une société et qui mentionne sur la facture de vente de ce flacon, droit de cession flacon Gilles, la société en question ne peut décliner le flacon qui a été vendu dans d'autres couleurs.
parce qu'on va considérer que c'est une atteinte au droit de reproduction et au droit d'exploitation du droit d'auteur, et que cette société, dès l'instant où elle voulait décliner, devait solliciter l'accord du créateur du flacon et négocier, le cas échéant, auprès de lui, d'autres droits d'exploitation pour le décliner en couleur. Donc, on voit que c'est quand même très strict. Alors, préserver ses droits, ça on l'a vu. Oui, alors, ça, ce sont tous les procédés de fabrication qui sont divulgués, méthodes de tissage, par exemple, techniques de peinture, recettes, toutes les questions techniques que vous échangez avec un futur co-contractant et que vous considérez comme confidentielles sont définies par ce qu'on appelle le secret des affaires, qui a une valeur commerciale, c'est-à-dire que c'est votre savoir-faire qui va permettre d'aboutir à la création des produits qui ont un succès auprès de la clientèle. Et donc, ce secret des affaires, il est protégeable sous certaines conditions. Donc, il doit avoir une valeur commerciale. Il ne doit pas être connu ou aisément accessible par des personnes familières de ce type d'information. Et il doit être encadré par des dispositions destinées à le garder confidentiel. D'où l'importance d'un accord de confidentialité ou d'un mail qui précise que les éléments qui sont transmis le sont à titre confidentiel dans le cadre d'un projet de partenariat, par exemple, et ne peuvent être divulgués par votre interlocuteur. Donc, les occasions sont multiples, on l'a dit, les interviews, les relations contractuelles, avec un licencié, avec un partenaire futur. Oui, alors les indications géographiques, ça on aurait pu en parler dans les droits privatifs, mais elles vont permettre aussi d'accroître la réputation des produits dès l'instant où vous pourriez la revendiquer et où vous respectez le cahier des charges qui les définissent. Donc en France, on a depuis 2014 un certain nombre d'indications géographiques artisanales ou industrielles. On en compte 13 aujourd'hui. Et au niveau européen, ces indications géographiques vont faire l'objet d'un texte de loi qui est actuellement à l'étude. Et on va d'ailleurs publier prochainement sur notre compte Instagram un post là-dessus. De la même façon qu'on publie régulièrement, pratiquement toutes les semaines, une actualité qui concerne l'artisanat et les métiers d'art ou un point de droit sur lequel on fait un éclairage et qui vous permet, le cas échéant, de réagir par messagerie privée ou en nous envoyant un mail sur votre cas particulier, sur des questions que vous avez. On fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les artisans qu'on accompagne ou sur le long cours ou ponctuellement, c'est souvent parce qu'ils ont vu des choses passer qui pouvaient les concerner, ils se sont posé des questions auxquelles on a commencé à répondre et on a commencé à collaborer avec eux à cette occasion-là. Voilà, donc les points importants, là on a des exemples concrets qui sont peut-être plus parlants. Le contrat d'exposition, donc il réglemente la remise et le transport de vos créations, l'installation, le démontage, comment ils vont être exposés, comment ça va se passer au niveau du vernissage et de la promotion d'exposition, comment vous allez être promu, puisque souvent on vous demande une participation financière pour exposer à l'occasion d'une manifestation, comment vous allez autoriser la reproduction de votre nom et de vos créations. Et c'est pareil avec un contrat avec une galerie qui vous représenterait ou qui vous exposerait ponctuellement. Voilà. Et l'autorisation peut parfois prendre la forme d'un écrit, pas nécessairement sous une forme contractuelle, mais par un échange de mails. Les conditions générales de vente, on l'a dit, sont obligatoires entre le vendeur et l'acheteur en tant que professionnel. Le vendeur est toujours considéré comme un professionnel au sens du code de la consommation. Et il doit préciser les caractéristiques de son bien, son prix, les conditions de paiement, les modalités de livraison. Donc, tout ça, ça peut être réglementé dans un bon de commande. Le transfert de propriété, les garanties légales, le cas échéant, le droit de rétractation
et les modalités de règlement d'un différend avec un acheteur. Les ventes sur Internet, ça représente quand même un grand nombre de ventes, entre 16 et 30% des transactions sur le marché de l'art et de l'artisanat. La vente est soumise au droit de la consommation. Donc, la plateforme est en fait un intermédiaire de mise en relation. Donc, il faudra faire attention quand vous fixez par exemple le prix de vente aux frais de transport, aux frais de douane le cas échéant pour les exportations, à la TVA et aux commissions qui sont perçues par les éventuels intermédiaires pour que vous puissiez vous y retrouver en termes de marge et de prix de revient. Donc ça aussi, c'est un accompagnement qu'on propose. Après, les mentions légales, c'est pareil, si vous avez un site marchand, vous devez mentionner obligatoirement l'identité de votre entreprise, votre numéro d'immatriculation RCS le cas échéant, l'identité de l'hébergeur du site et tout un arsenal de conditions générales d'utilisation, comment la personne qui visite votre site peut l'utiliser et à quelles règles elle est soumise, et également les règles de protection des données personnelles qui doivent être respectées avec des mentions qui sont obligatoires si vous utilisez les mails de vos clients ou de vos acheteurs pour annoncer par exemple que vous allez exposer dans tel et tel endroit. Il faut pouvoir demander leur autorisation en amont. Donc tout ça, c'est des choses qui paraissent comme ça très compliquées de prime abord, mais qui peuvent être réglées très simplement avec l'ajout d'un certain nombre de clauses dans vos documents commerciaux ou sur vos réseaux sociaux. Voilà, et puis enfin, on a prévu deux autres volets d'intervention si le sujet vous intéresse, qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Comment ça se passe quand vous collaborez entre artisans pour faire une œuvre commune, comment ça se passe quand vous collaborez pour une entreprise, quand vous êtes sollicité, et justement, pour rebondir sur la question de Mathilde, comment ça se passe quand vous avez un problème? Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour le régler amiablement avant de passer au judiciaire? Super, merci beaucoup Dorothée. Donc en effet, il y avait, donc là on a abordé 2 volets et il y avait 2 autres volets, que Dorothée, proposait de partager avec vous, qui pourraient être très intéressants. Donc on va voir, je vous en reparlerai et voir si on met une date et quand et comment et cetera. En attendant, est-ce que vous avez, des questions? Je sais que Claire a posé une question. Claire, est-ce que tu veux, expliquer parce que tu demandais si, ce que Dorothée expliquait fonctionnait aussi pour une recette, création d'alcool, à façon. C'était quoi dont tu parlais? Qu'est-ce qui fonctionnerait ou pas? En fait, on est, de plus en plus sollicité, par, des clients, potentiels pour, réaliser des produits à façon. En fait, on le faisait déjà sur le jean puisque, comme l'atelier qu'on propose avec Weekendoo auprès des particuliers qui peuvent créer leurs recettes de jean, on peut le proposer aussi à des pros. Donc on travaille déjà avec, 2 restaurants et l'idée c'est, de structurer un petit peu plus cette offre et de le faire aussi sur pas seulement du gin, mais n'importe quel type d'alcool à façon. Et donc c'est les questions du moment, donc le webinaire tombait plutôt bien, sur ce point de vue-là. Donc comment on structure, la recette? Est-ce que seulement un devis avec toutes les conditions, ça peut fonctionner? À qui appartient la recette? Comment on le monnaie si on vend, la recette? Enfin voilà, comment c'est éviter en fait, notamment, on a un client, enfin un prospect avec qui, il y a il y a déjà une macération, un peu originale, en cours. On sait qu'ils nous ont clairement dit que de toute façon, ils voulaient le faire un peu même si on n'avait pas de signé de devis ou quoi que ce soit. Sauf qu'on a envie de se protéger un petit peu parce que c'est une entreprise, qui, a un chiffre d'affaires plutôt conséquent à l'année et on sait que du coup, il y a les moyens, mais on veut pas non plus se faire avoir voilà, qu'on crée la recette et puis qu'après ils aillent, la faire refaire, dans leurs autres partenaires où ça leur coûtera peut-être moins cher, tout ça. Donc, voilà, est-ce que, ces protections, ça fonctionne, déjà nous pour nos recettes qui existent déjà ou pas? Et puis ensuite, bah, dans le cas de la création, comment on fait pour que, on soit protégé, de toute cette recherche et développement et puis, derrière, comment ça fonctionne, quoi? Alors, la problématique de tout ce qui est olfactif, tout ce qui fait appel au sens, en fait,
Ça va être comment qualifier l'originalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un travail derrière tout ça. Vous choisissez les ingrédients, vous les dosez. J'imagine qu'il y a une durée de macération, il y a un moment où on en ajoute, etc. Et puis ça aboutit à un résultat et tout ça, c'est un savoir-faire. Donc déjà au stade des discussions avec votre partenaire, de bien préciser que ce savoir-faire est confidentiel, qui relève entre guillemets du secret des affaires, donc de la valeur de votre entreprise, de votre actif commercial, et qu'il n'est pas question d'aller le reproduire ou de confier la recette à un tiers. Ensuite, vous pouvez vous envoyer, vous, une lettre recommandée ou déposer la recette auprès d'un huissier. Et effectivement, le cas échéant, si vous avez quelqu'un qui va copier votre recette, agir sur le terrain de la concurrence déloyale en disant, voilà, on m'a piqué en fait mon fonds de commerce pour aller le reproduire avec un tiers. Et là, ça va être un faisceau d'éléments, ça va être prouvé que le résultat est exactement le même que le vôtre. Ça peut être aussi par des biais détournés, c'est pour ça qu'on met l'accent sur les droits privatifs, parce que si par exemple vous donnez un nom à votre recette, vous pouvez déposer le nom et ça va participer de la protection de la recette par capillarité, comme on dit. Ok, Voilà. d'accord. Mais après, Et là, l'idée, c'est que pas forcément que nous, on dépose la recette, parce qu'en fait, nous, on va la créer et la fabriquer pour le client. L'idée, c'est qu'effectivement, on lui fabrique et qu'il vienne la recommander chez nous, surtout si ça marche bien. Mais du coup, est-ce que là, on peut quand même la protéger à ce moment-là? D'où l'importance de la collaboration et bien la cadrer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une clause d'exclusivité réciproque, c'est-à-dire que vous vous engagez à ne pas vendre une recette identique ou similaire à un concurrent de votre partenaire, parce que c'est ce qu'il va chercher en collaborant avec vous. Et réciproquement, lui s'engage à ne pas aller faire un ersatz de votre recette à 3 fois moins cher chez quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. C'est pour ça que l'encadrement contractuel aussi a son utilité dans ce contexte-là. Parce que vous allez vous qualifier contractuellement ce qui relève du secret des affaires, ce que vous mettez à disposition de votre client. Ce n'est pas seulement un temps de travail, c'est aussi ce savoir-faire-là. Oui. Et le contrat, il intervient à quel moment? Déjà, au stade des échanges de mails, et déjà quand vous travaillez sur un projet, avant même que vous ayez tapé dans la main l'un et l'autre et que vous soyez mis d'accord sur un tarif, il faut qu'il y ait des petites clauses qui quand même annoncent la couleur, qui indiquent que les informations données sont confidentielles, que ça relève de votre savoir-faire, qu'évidemment, il s'engage à ne pas les divulguer, etc. Ok, d'accord. Et juste, je me permets du coup de dire que Dorothée, donc le cabinet Barthélemy-Lo, ils nous ont proposé des avantages particuliers pour vous, pour pouvoir faire appel à eux. Donc, que ce soit sur leur forfait ou sur un besoin ponctuel, par exemple. Donc, vous avez dans votre boîte à outils, je vais vous repartager le lien. Vous avez toutes les infos des avantages et un exemple de grille tarifaire pour différents sujets. Voilà, comme ça, je vous ai mis le lien là dans le chat. Si jamais vous avez besoin de creuser des sujets, vous savez que vous pouvez toujours demander à Dorothée. Est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on ferme ou ok. Go. Ça va être super rapide parce que je vais juste me servir de l'exemple de Claire pour filer la métaphore, comme ça je saurai comment faire moi. Sa recette, elle fait ce qu'il faut pour qu'il y ait une exclusivité réciproque. Est-ce que ça existe des contrats où elle peut décider quand même, elle, de produire pour vendre à un client final cette même recette? C'est-à-dire qu'il faut le faire accepter par le contractant parce que souvent, ce que le contractant va demander, c'est justement d'avoir une exclusivité qui va lui procurer un avantage concurrentiel. C'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir retrouver la copie gustative de son produit chez le concurrent. C'est compliqué. Effectivement, on peut partir d'un raisonnement à contrario, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a passé des exclusivités, on fait ce qu'on veut avec les autres concurrents. Mais ça doit être quand même un rapport gagnant-gagnant dans un contrat. Si on lui demande, lui, de ne pas aller faire la même chose par quelqu'un d'autre, théoriquement, c'est qu'on lui concède une forme d'exclusivité sur le travail qu'on a fait pour lui. L'idée que j'avais, c'était, par exemple, Claire, elle a peut-être un petit magasin
où elle vend ses recettes, c'est le cas d'ailleurs, voilà. Et du coup, peut-être que ça peut servir à montrer aussi aux clients que cette recette, les gens peuvent aller la déguster ou l'acheter et faire de la pub au passage en fait pour le client pour lequel la recette a été composée. En fait, nous, on a un point de vente qui nous demande de dessiner une pièce et on est vraiment exactement dans ce cas de figure-là. Et le point de vente, on a le nôtre également. Et du coup, je me dis, est-ce que ce contrat peut permettre quand même que nous vendions cette pièce et que lui puisse vendre cette pièce aussi chez lui? Oui, c'est l'accord des parties. S'il est OK, il D'accord. n'y a pas de problème là-dessus. Après, ça peut Ouais. être le même produit, mais sous des marques différentes, vous voyez. Ou par exemple, vous lui donnez une exclusivité sur une couleur que vous vous engagez à pas faire, ou inversement. OK. Ça peut être ça peut être un territoire partagé en termes de produits, mais avec des petits signes distinctifs qui vont permettre de catégoriser les choses, quoi. Super. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous et toutes d'avoir participé, d'avoir été là. J'espère que ça vous a été utile. Vous avez du coup les contacts de Dorothée. On verra si on refait un webinaire. Vous avez aussi le lien pour avoir les infos sur les tarifs et les avantages pour la communauté Weekend Blue. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et vous receviez bien sûr un mail avec le replay et le PDF.